Nous revoici en plateau. C'était donc un extrait vidéo de l'enquête Perseverance Valley de Pauline Julier et Clément Postek. Je vais maintenant m'entretenir avec Alice Gorman, qui nous a rejoint depuis... Enfin, elle va faire une déclaration en français. Elle a souhaité faire une déclaration en français. Mais d'abord, Alice, peut-être que vous pouvez nous dire quelle heure il est chez vous. Oh, it's 5:45 a.m. right C'est now. 6h moins le quart du matin. Merci d'autant plus d'avoir accepté que nous fassions cet entretien en direct. Et alors, comme je le disais, je crois que vous souhaitiez dire un mot en français avant que nous commencions notre entretien. Yes, thank you. I'd like to give an acknowledgement. Oui, tout à fait. Je voudrais vous envoyer un salut et c'est une habitude. I'd like to start by acknowledging that I'm joining you today from the lands of the Wiradjuri people. I pay my respects to elder past and present and celebrate the diversity of Aboriginal peoples and their ongoing cultures and connections to the lands, waters and skies of Australia. I also acknowledge the traditional custodians of the various lands on which you're watching today. Thank you. Merci Alice. Alors, on va voir, peut-être d'abord, est-ce que vous voulez réagir à l'enquête et à ce que vous avez vu à l'enquête Perseverance Valley? I found that film very powerful, even J'ai though trouvé que c'était it's, très a puissant, short part of it. même si c'était un And I extrait. was very struck Et too by j'ai the été discussion frappé par of the process and l'explication cultural context du of processus lithium et du contexte culturel de l'extraction du lithium, en particulier parce que cela nous renvoie à l'extraction des ressources de la Lune, également des astéroïdes et des éléments, des terres rares qui sont utiles pour les composants de l'industrie électronique et qui nous avons par exemple dans nos smartphones. Donc, pensez à ce que nous faisons sur Terre et imaginez l'exporter dans l'espace, c'est quelque chose qui est préoccupant. Donc, ce que nous envisageons pour l'espace dépend de nos process et nos attitudes sur Terre. Et c'est une idée utopique que nous pouvons avoir quant à ce que nous allons faire dans l'espace. Et pour moi, j'imagine qu'on va faire exactement la même chose qu'on fait sur Terre, en particulier lorsque l'on voit qui est à la tête de l'agenda de l'espace, comme Elon Musk, par exemple. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas intéressé par les relations que nous souhaitons avoir avec l'espace et les autres planètes. Peut-être qu'il n'y a pas de regard critique suffisant là-dessus. En tout cas, je trouve que le film est intéressant. Il est important de se rappeler que tout ce que l'on fait dans l'espace dépend de nos perspectives, de notre vision, de nos peurs, de nos rêves quant à ce qui se passe sur la Terre. Alors, je disais en introduction que votre travail portait sur la question des objets spatiaux. J'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse montrer à l'écran une visualisation qui présente l'évolution du nombre d'objets dans l'orbite terrestre entre les années 1960 et les années 2010. Et Alice, j'aimerais, si possible, que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on trouve comme type d'objet dans cette orbite terrestre. Eh bien, ici, l'idée dans l'imagination du public, la Terre est entourée de déchets spatiaux. Et ça a commencé en 1957 avec le premier lancement. Et le nombre d'objets que nous avons mis en orbite
a été de plus en plus intense et on en est arrivé à une constellation de dizaines de milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Donc, on est passé de l'orbite basse, 2000 km de la surface, à l'orbite géostationnaire, 35 km, et encore plus loin, qui est le cimetière, dans lequel reposent tous les objets qui ont cessé d'être utilisés. Donc, dans toute cette région, ce que nous avons, c'est 2000 satellites en service, plus quelques objets qui ont été lancés récemment, et il y a 4000 satellites et débris de fusées qui sont restés en orbite, en tout cas que l'on a identifié, et il y a des millions et des millions et des millions et encore plus de millions de fragments qui vont de 10 cm à des nanoparticules, c'est-à-dire des tout petits morceaux de poussière créés par l'activité humaine en orbite. Et bien sûr, le problème, c'est que tous ces matériaux se déplacent à des vitesses très très élevées, entre 7 et 8 km/s pour l'orbite basse. Et si ces particules s'entrechoquent ou choquent un objet, il y a une désintégration des objets et ça peut faire exploser, par exemple, un objet spatial lancé par l'homme, un satellite, par exemple. Donc c'est un véritable problème. Et on pourrait arriver à une situation avec le syndrome Kessler, peut-être dans 20 ans. Le syndrome de Kessler, c'est un syndrome où il y a une cascade en chaîne de chocs que nous ne serions pas en mesure de stopper. C'est-à-dire qu'il y aurait, au début, il y aurait quelques particules, quelques objets qui s'entrechoqueraient, puis après, il y aurait une réaction en chaîne et tous les objets commenceraient à s'entrechoquer sur l'orbite terrestre. Et cela pourrait avoir des conséquences très graves sur les satellites dont nous dépendons. Par exemple, la télécommunication, l'observation terrestre, des satellites nous permettant de faire des prévisions, par exemple, prévisions météo et d'autres. Et bien sûr, il serait extrêmement compliqué pour l'humanité de continuer à opérer dans un tel scénario. Et donc, l'entrée des satellites, l'entrée de tous les satellites qu'on a placés récemment en orbite et toutes les choses que l'on continue à placer en orbite provoquent une congestion. Et on ne connaît pas les conséquences de cette surpopulation de l'environnement spatial proche de la Terre. Et si l'on n'agit pas de manière efficace ou de manière rapide, on pourrait se retrouver donc avec ce syndrome de Kessler dont j'ai parlé. Nous allons nous entretenir encore 45 minutes et vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux de l'École urbaine de Lyon, Twitter, Facebook, YouTube. La question que j'aimerais vous poser à présent, c'est, au vu de ce constat accablant que vous faites, est-ce que cette question avait été anticipée historiquement ou est-ce qu'elle n'a été découverte que récemment? Est-ce qu'elle n'a été prise en compte que récemment? Excusez-moi. Alors, on pourrait peut-être voir cela comme une dégradation de l'environnement et comme une pollution. Et cela a été identifié dès les années 60, mais à l'époque, il y avait peut-être 1000 objets célestes. Mais personne n'aurait imaginé qu'aussi rapidement, on aurait des millions d'objets et qu'on aurait autant besoin des services
service de ces objets en orbite. Et dans les années 70, effectivement, on était déjà conscient des conséquences possibles, mais ce n'est qu'en, on va dire, depuis une dizaine d'années, que l'urgence de la situation s'est vraiment fait sentir et a été reconnue. Et bien sûr, la communauté internationale est profondément préoccupée par la situation. Il y a de nombreuses propositions technologiques qui ont été faites pour trouver une solution, pour essayer de retirer physiquement ces débris, mais les technologies sont en cours de test. Il y a des résultats assez probants, mais on ne sait pas vraiment quoi faire. Ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est de voir que le paradigme actuel qui est utilisé par la communauté spatiale pour envisager le problème des débris spatiaux, c'est la prise de conscience situationnelle spatiale, ce qui veut dire avoir des informations sur toutes les caractéristiques environnementales, toutes les menaces qui pourraient nous empêcher de travailler dans l'espace, ou en tout cas que ces objets fonctionnent dans l'espace. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut calculer, qu'il faut comprendre, mais cette prise de conscience dérive d'un concept militaire de prise de conscience de son environnement. Et fondamentalement, ce concept, c'est l'idée qu'il faut être capable d'agir de manière réussie dans l'espace. Donc, la prise de conscience de l'environnement spatial sépare en fait ce qui est naturel et ce qui est culturel, c'est-à-dire met les exigences de l'humanité au centre de la situation et envisage l'espace comme une ressource à utiliser. Lorsque l'on parle de durabilité dans l'espace, en général, ce que les gens veulent dire, c'est durabilité de l'utilisation de l'espace par l'humanité. Et on ne parle pas du tout de l'espace comme une entité à part entière dont il faudrait prendre soin, ou qu'il faudrait bien gérer. Et c'est la manière dont la communauté spatiale parle des débris spatiaux. Et je ne dis pas que c'est totalement négatif, au moins on fait quelque chose, mais à mon sens, ça ne suffit pas à vraiment traiter l'espace pour ce qu'il est. Parce que l'espace, l'orbite spatiale, est un environnement, il faut le considérer comme tel, plutôt qu'un problème. Il y a plein d'autres choses dont il faut tenir compte. Donc, si l'on considère cela comme un environnement, qu'on considère des interconnexions entre les process et les objets qui sont faits par l'être humain, ou des objets naturels aussi, comme les météorites, les rochers, les roches que l'on peut avoir dans l'espace, tout cela interagit. Et si l'on modifie un élément du système, bien sûr, il y aura des conséquences sur d'autres parties du système environnemental. Donc, il faut considérer l'environnement spatial comme une entité à part entière qui a ses propres valeurs, qui a ses caractéristiques particulières, et cela est tout à fait différent que de caractériser l'espace comme un problème et la solution est vise toujours à permettre à l'être humain d'utiliser l'espace. Non, il faut considérer l'espace comme un lieu, une entité qui a ses propres valeurs. Il nous faut comprendre ces valeurs et il faut gérer, il faut s'occuper de cette entité pour qu'elle soit durable, non pas pour notre propre usage, mais pour cette entité elle-même. Mais peut-être pour être très concret, à l'heure actuelle, en quoi consisterait une opération de retrait des objets de l'orbite terrestre? Qui s'en chargerait et y a-t-il des risques à rapporter ces objets sur Terre? That's a very interesting question. C'est une question très intéressante. Effectivement, dans les faits, quand on parle de retirer les débris de l'espace,
C'est par exemple de dire on va capturer un satellite, l'enlever de l'orbite terrestre ou par exemple un reste d'un satellite ou d'une fusée. Et il y a énormément d'éléments qui rentrent dans l'atmosphère avec le réchauffement et le rafraîchissement de l'atmosphère. Et par exemple, lorsque les satellites ralentissent, ils redescendent dans l'atmosphère. Et donc la compression et la friction fait qu'ils brûlent. Donc il y a un processus naturel en fait pour s'en débarrasser. Donc la plupart des propositions pour le faire, puisque donc c'est l'orbite qui est l'espace le plus encombré pour le moment, c'est le fait de créer une situation qui permettrait d'accélérer ce processus d'autodestruction, par exemple avec des lasers, c'est une des propositions qui pourrait viser les débris spatiaux. Ça marcherait pour les petits objets en tout cas. Ensuite, ça pourrait être éliminé. Ou tout simplement en ralentissant. Donc ça ralentirait l'objet et donc il perdrait de l'altitude et serait automatiquement détruit, naturellement. Et il y a aussi d'autres éléments qui permettraient donc d'avoir une arme anti-satellite. Et qu'est-ce qui se passerait? Ce serait par exemple quelqu'un qui pourrait piloter un satellite, et notamment les satellites militaires. Ça pourrait potentiellement déclencher des incidents internationaux qui pourraient avoir de graves conséquences. Et donc il y a d'autres mécanismes qui ont été proposés, par exemple des filets, des harpons, des harnais, énormément de choses qui permettraient d'attraper des satellites et donc de les faire repénétrer dans l'orbite de la Terre. Aussi d'autres éléments qui... mais on va dire que la plupart des choses qui ont été envisagées, c'est de faire pénétrer à nouveau les objets dans l'orbite et dans l'atmosphère. Et il y a certains éléments qui sont compliqués à dématérialiser. Et certains avec des compositions chimiques très complexes, ça pourrait avoir un impact sur l'atmosphère. Donc la réponse à cette question est de dire que l'impact est assez négligeable. Mais nous entrons dans cette période d'accélération de l'orbite de la Terre avec cette période de méga-constellation, donc ça risque d'être le cas. Alors, si nous en venons à présent au cœur de votre travail, la question que vous posez finalement est de savoir si tous ces objets qui gravitent dans l'orbite terrestre et dans le système solaire doivent être considérés comme des déchets ou bien si certains ont une valeur patrimoniale. Pourriez-vous expliquer d'où vous vient cette préoccupation? Je crois que dans une ancienne vie, vous avez déjà abordé ce type de problématique avec l'héritage aborigène et j'aimerais donc que vous puissiez nous expliquer d'où vous vient cette préoccupation. Et pendant que nous discutons, j'espère que nous allons pouvoir voir quelques photos de satellites remarquables que vous m'avez envoyés avant notre entretien, mais sinon nous continuons comme ça. Eh bien, je viens de vous parler du problème énorme des déchets que nous avons en orbite. Mais paradoxalement, l'un des objets de ma recherche est aussi de les conserver en orbite. Évidemment, ce sont des déchets, mais moi je suis archéologue.
Et donc j'ai étudié au Centre humain d'archéologie et c'est que, en fait, ce qu'on nous apprend, c'est que ça fait aussi partie de l'histoire, nos déchets. Et donc lorsque je m'intéresse à ce genre de déchets, eh bien, ça nous apprend énormément sur notre comportement et le comportement humain. Et c'est la même chose pour ces débris en orbite, les valeurs que nous avons, notre attitude, les idées, les projections que nous avons à propos de l'espace. Ça fait plus de 60 ans que nous envoyons maintenant des objets dans l'espace. Et par exemple, les anciens vaisseaux spatiaux qui sont maintenant classés, reconnus comme des débris, eh bien, c'est officiel, hein, c'est le cas. Et en fait, on les considère comme des déchets car on ne peut plus les utiliser dans le futur. Et en fait, ces déchets ont une valeur historique. Peut-être n'ont-ils pas été utilisés depuis 20, 30 ans. Techniquement, ce sont des déchets. Mais ce sont des déchets qui nous racontent des histoires sur notre communauté humaine. Par exemple, ça c'était le satellite français Astérix 1 qui a été lancé en 1965. Ensuite, ça c'est le 3e ou le 4e satellite avec la fusée française, même si ça a été lancé depuis l'Algérie. Donc voilà, c'est une histoire qui parle à la communauté astronautique, aéronautique et astronomique de France. Et il y a énormément de vaisseaux spatiaux que l'on peut retrouver dans l'espace. Là, on en a vu un satellite australien, Australis Oscar 5, qui a été lancé par les États-Unis, en collaboration avec les États-Unis. Il a été réalisé par des étudiants universitaires qui n'avaient absolument pas d'argent. Et ce petit satellite a été lancé dans l'espace et il s'y trouve toujours. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une expérience de science communautaire. Maintenant, on ne lance plus dans l'espace des gros objets spatiaux et des satellites qui font la taille d'une maison, comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit. Et c'est évident, c'est que voilà, ces espèces d'expériences amateurs qu'on avait dans le passé ne sont plus possibles aujourd'hui. On avait aussi Palapa A1 qui était donc un satellite indien en 1976. C'était un satellite de télécommunication pour la télévision pour l'Indonésie. Et c'est aussi symbolique. Parce qu'il s'est rendu bien plus loin que l'Indonésie, qui avec énormément d'îles et énormément de langues. Donc c'est une nation très diverse et multiculturelle. Et finalement, ça a été un élément d'unification du pays. Donc maintenant, cela fait partie des déchets spatiaux et peut-être que ce n'a pas été une avancée technologique incroyable, mais en tout cas pour l'histoire de l'Indonésie, cela a une histoire et une importance sociale et historique. Et donc si on était dans la situation, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais si on nous disait, bon, eh bien il va falloir se débarrasser de tout cela, eh bien Palapa A1 qui n'est pas encore utilisé, si on devait le ramener dans l'atmosphère pour qu'il brûle, eh bien, mon argument serait de dire peut-être que nous devrions attendre un petit peu et réfléchir à son héritage historique. Peut-être que certaines personnes seraient contre le fait qu'il ne reste pas en orbite, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait une consultation qui soit organisée pour savoir ce que les gens souhaiteraient en faire.
Par exemple, pour Palapa A1, par exemple, il peut y avoir un risque de collision si il entrait en collision avec la Station spatiale internationale, puisque 1 à 2 fois par an, les membres de l'équipage ont parfois à se confiner dans une capsule de sécurité, puisqu'il y a des débris spatiaux qui arrivent très près de la Station spatiale internationale. Donc imaginez les conséquences de cela. Si par exemple, s'il y avait un accident, une collision, il y aurait des risques de dépressurisation de la Station spatiale internationale, donc on mettrait les membres de l'équipage en danger. Donc, si l'on disait que Palapa A1 pouvait rentrer en collision avec la Station spatiale internationale, eh bien, si on prend en compte ce risque, peut-être qu'il faut se débarrasser de Palapa A1, mais peut-être que son orbite ne présente pas de risque pour d'autres vaisseaux spatiaux. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire, voire rien du tout. Donc, mesurer son impact culturel et l'héritage culturel, c'est de le laisser comme il est, et puisqu'il fait partie de... En fait, l'endroit où il se trouve fait partie de son héritage culturel et historique, et c'est mon argument. Lorsque je parle de ce genre de choses-là, cela fait partie de l'environnement culturel, comme on le fait sur Terre d'ailleurs. Voilà ce que je fais, en tout cas dans mon travail. Je suis donc une consultante de l'héritage humain, et je travaille aussi donc sur l'héritage aborigène et des communautés autochtones. Et donc, en ce qui concerne la gestion environnementale, ce sont les valeurs qui sont diminuées. Et il faut donc prendre des décisions à ce niveau-là. Et je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires sur d'autres vaisseaux spatiaux. Donc, ce que j'essaie de faire à travers mon travail, c'est de faire reconnaître que l'orbite spatiale n'est pas seulement une situation, c'est une nouvelle entité, une combinaison de tous ces facteurs environnementaux, de tout ce que l'être humain a fait ces 60 dernières années dans l'espace. Et je pense qu'il ne faut plus les séparer de ce que nous faisons sur Terre. C'est la même chose, cela fait partie d'un système. Et cette philosophie de nettoyer notre orbite, je pense, doit intégrer le fait qu'il faille aussi agir pour cette notion d'équilibre des choses. Aussi aux vestiges, enfin vous vous intéressez plus spécifiquement aux vestiges de la mission Apollo 11. Je dis à ce sujet que Alice Gorman est très connue aussi pour son travail de vulgarisation, notamment sur des sites de vulgarisation scientifique comme The Conversation, et qu'il est vraiment très agréable de la lire. Son livre Dr. Space Junk versus the Universe, qui est paru en 2019, est aussi vraiment passionnant. Et donc, un des cas d'études que vous prenez, c'est la mission Apollo 11, qui a donc atterri sur la Lune. Quel objet et traces trouve-t-on encore sur la Lune de cette mission, et pourquoi y a-t-il actuellement un danger pour ces derniers? Thank you, Luca. Eh bien, merci Lucas pour ces beaux compliments. C'est un site magnifique. Il y a énormément de choses évidemment qui sont en orbite terrestre, mais il y en a aussi beaucoup plus loin, et par exemple sur la Lune. C'est justement la Lune qui est le deuxième endroit le plus peuplé d'objets terrestres. Donc, c'était en 1969, et il y avait Lunar 2, la mission russe aussi, mais bon, évidemment, celle que l'on connaît le plus, c'est Apollo 11. Donc, c'était la première fois que l'homme mettait le pied sur la surface
de la Lune et hors de la Terre, tout simplement. Donc évidemment que ça a un impact culturel et historique très important. Et évidemment qu'on a vu toutes ces vidéos avec l'empreinte de la botte, le module d'atterrissage et puis évidemment le drapeau américain, les astronautes qui marchent, les photographies, etc. On en sait, on connaît un petit peu ce paysage et c'est finalement assez familier puisque ces photos sont très connues, très célèbres. Et donc il y a plus de 106 objets qui sont encore sur la surface de la Lune et qui proviennent d'Apollo 11. Et donc, il y a par exemple le drapeau, les traces de bottes. Tout cela fait partie d'une expérience, Lunar Laser Retroreflector. Et donc on sait où se trouve la Lune en orbite autour de la Terre tout le temps, donc on sait aussi où se trouvent ces objets. Il y a aussi de la poussière de Lune, des rayons cosmiques, etc. Ça nous donne des informations sur l'activité de la Lune et aussi sur le système solaire. Et il y a énormément d'endroits que l'on pense inactifs ou morts, mais qui sont en fait beaucoup plus dynamiques que ce que l'on pense. Et la Lune fait partie justement de ces corps célestes. C'était une petite parenthèse, on va revenir maintenant à Apollo 11. Tous ces objets et tous ces éléments des capsules qui ont été lancés, eh bien, on voit qu'ils font partie maintenant de l'espace. Il y a aussi des sacs entiers de déchets humains. C'est assez intéressant parce que si on pouvait les analyser, on pourrait comprendre comment le système et le corps humain réagit à l'espace. Et tout ceci nous amène à une phase très spéciale de l'histoire de notre engagement dans ce genre de choses. Évidemment, les États-Unis ont lancé encore des expéditions, mais plus personne n'est retourné sur la Terre, sur la Lune depuis quelque temps. Et donc il y a énormément d'héritage culturel. Mais quelque chose qui m'intrigue, c'est en ce qui concerne l'atterrissage, et je ne me rappelle pas vraiment ce qui m'a mené à cela, c'est peut-être en regardant des photos, puisqu'on a énormément de photos de ces missions. Et il y a beaucoup de photographies, des astronautes qui prennent des photographies, mais ils ne sont pas dans le cadre. Vous voyez simplement une ombre allongée du photographe. Et pour moi, plus je regarde ces ombres, plus je pense qu'elles montrent leur solitude. Ça donne un sentiment mélancolique, triste. En particulier, je pense, parce que cette ombre est figée, glacée dans cette photographie. Parce que la personne qui a pris cette photo a quitté depuis longtemps la Lune et donc l'environnement ombragé d'Apollo 11. Si l'on pense à la Lune qui a été formée il y a quelque chose comme 3,8 millions d'années, en tout cas c'est l'évaluation, au cours de toute cette période, l'ombre qui a été projetée par le mouvement du Soleil a touché des montagnes à 3,8 milliards d'années, pardon, et a créé une esthétique lunaire. Et lorsque l'être humain est allé sur la Lune, l'être humain a laissé des objets qui ont projeté une autre sorte d'ombre, une ombre linéaire, une ombre anguleuse.
Donc, c'est des ombres qui ressemblent à des créatures. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'apparence de la Lune. Et ces ombres font partie du paysage lunaire. Le Soleil met 15 jours pour passer dans le ciel lunaire, pour une journée lunaire. Et les ombres bougent. Et la poussière lunaire est très collante. Elle bouge beaucoup parce qu'elle est chargée de manière électrostatique. Parfois, il y a des situations qui font qu'elle lévite. Donc, ce qu'Apollo 11 et d'autres sites d'atterrissage ont fait que le passage de l'être humain a créé des petites tornades de poussière lunaire. Et c'est la même chose d'ailleurs sur Terre. Donc, une fois de plus, cela ce sont des phénomènes géologiques, environnementaux qui ont été créés par l'interaction de l'homme avec l'environnement lunaire. Je pense que c'est en soi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire on ne s'est pas contenté de lâcher des trucs sur la surface de la Lune et puis il suffit de les enlever et puis voilà, ça y est, la Lune va retrouver la situation dans laquelle elle était auparavant. Maintenant, ces objets font partie de la Lune et c'est quelque part beau de voir que les ombres qui ont été projetées par les objets que l'on a laissés là-bas évoquent quelque chose de différent. Et c'est un peu triste de penser à l'ombre de ces astronautes qui ne sont plus là-bas. Mais ce n'est pas une technologie froide. On peut aussi parler des sentiments que cette technologie peut évoquer pour tout un ensemble de réseaux. C'est important de le reconnaître. Dans votre réflexion, qui pourrait avoir la charge de protéger et d'entretenir ce patrimoine? Est-ce que ce sont les pays, les entreprises ou les individus qui ont mis les objets en dehors de l'espace terrestre, ou est-ce que ça doit être une institution supranationale? C'est une très bonne question, merci. Donc, si on reconnaît qu'il y a un patrimoine culturel d'importance là-bas, je crois que si ces valeurs parlent aux personnes, aux communautés, il y a un engagement social. Et si nous souhaitons conserver une partie de ce patrimoine pour l'avenir, ou ce patrimoine pour l'avenir, je cherche à fermer aucune possibilité. Mais je pense qu'il faut prendre des décisions maintenant pour ce qui va se passer dans l'avenir. Rien ne sera parfait. Par contre, si l'on ne prend pas de décision par rapport à ce patrimoine peut disparaître. Sur Terre, nous avons des chartes, des conventions, des normes qui sont bien établies quant à la protection du patrimoine. Nous avons encore beaucoup de discussions d'ailleurs sur la protection du patrimoine terrestre. Néanmoins, l'existence d'un patrimoine terrestre est là. Elle est reconnue. Il y a des règlements pour conserver ce patrimoine. On n'a pas encore cette situation dans l'espace. L'une des raisons, c'est que le traité de 67 et d'autres traités disent qu'il n'y a pas possibilité de se proclamer propriétaire d'un territoire spatial. Donc, ces objets qui sont laissés sur la Lune ou qui pourraient être sur d'autres planètes, si un pays les réclamait comme faisant partie de son patrimoine, alors cela équivaudrait pour le pays à revendiquer un droit de possession sur une zone. Donc, la Convention internationale du patrimoine ne saurait s'appliquer dans l'espace. Donc, il faudrait effectivement imaginer un outil multilatéral, un outil international pour gérer ce patrimoine spatial.
Cela correspond bien aux débats qui ont cours quant à la durabilité de l'espace. Donc, protéger le patrimoine ferait partie de cette durabilité, bien sûr. Mais en tout cas, il faut encore plus travailler cette question. Je trouve que les débats actuels sont intéressants parce que les dernières tendances, notamment publiées par les États-Unis l'année dernière ou en 2019, ont identifié explicitement leur patrimoine lunaire comme étant quelque chose d'important et dont il faut prendre conscience et prendre soin. C'est déjà un pas dans la bonne direction, je pense. Il existe des documents internationaux qui parlent de patrimoine naturel et culturel, et c'est un aspect important de l'environnement spatial. Donc, il y a un document de 2019 qui s'attarde sur l'utilisation de l'espace et un texte, la Convention de Vancouver de 2020. Donc, visiblement, c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes. Mais ce dont nous avons vraiment besoin en matière de gestion du patrimoine, c'est d'avoir une gestion informée afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et pour ce faire, ce que nous devons faire, c'est préparer une évaluation claire des objets qui sont dans l'espace. C'est quelque chose qui pourrait être mené au niveau national. Et il faudrait également que cette information soit accessible aux personnes chargées de prendre une décision en la matière. Je crois qu'il y a 2-3 manières de le faire. Les Nations Unies, par exemple, conservent un registre des objets spatiaux. Ce registre a le mérite d'exister et il ne devrait pas être trop compliqué d'ajouter des informations quant au patrimoine spatial dans ce registre. Il y a également des catalogues des débris en orbite basse et ces débris sont identifiés en matière de localisation. Et c'est simplement une partie de la question qui nous intéresse, mais plusieurs de ces catalogues sont à disposition. Ils regorgent d'informations sur la question. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons les bonnes informations qui permettent de prendre des décisions informées. Ça, c'est déjà une première étape. Nous avons sûrement besoin également d'une charte, d'une convention sur le patrimoine spatial. Ça nous serait fort utile. Et un Conseil international des monuments serait également une bonne organisation pour promouvoir un tel document. Donc, on est un peu au début d'un tel projet. Moi, j'aime faire prendre conscience du fait que les débris spatiaux, les déchets qu'on a dans l'espace, sont beaucoup plus que des débris ou des déchets. Cela nous parle de l'histoire spatiale, cela nous parle des communautés terrestres. Donc, le simple fait de reconnaître cela, de reconnaître que nous avons un patrimoine culturel dans l'espace, maintenant, il faut mettre en place des mécanismes pour s'assurer que les générations futures pourront également prendre des décisions, s'engager envers ces espaces particuliers. Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, l'un des axes de votre travail aussi, il me semble, est d'essayer de dégager ces objets spatiaux de la seule histoire du progrès technologique et des valeurs traditionnelles qui lui sont associées, conquête, colonisation. Comment est-ce qu'on peut faire alors une histoire alternative de ces objets spatiaux et les dégager de ces valeurs qui, si on vous suit, sont au moins interpellent et interrogent? C'est une histoire qui est largement reconnue, la course à l'espace, et c'est un récit qui parle de l'espace comme une nouvelle frontière. L'homme sort de sa planète, sort de son atmosphère et se lance dans une conquête spatiale. C'est vraiment utopique, c'est beau, c'est inspirant, etc. Et on le voit bien dans les descriptions populaires de l'espace, dans les films, dans les articles, les séries télé. Voilà, c'est très romantique.
C'est une histoire qui semble lisse. L'homme a lancé des choses dans l'espace au nom de l'humanité et ce qui est lancé dans l'espace prétend représenter l'ensemble de l'humanité. C'est une jolie histoire, j'entends bien, c'est un beau récit, mais malheureusement, ça ne s'arrête surtout pas là. C'est-à-dire les gens qui sont allés dans l'espace jusqu'à présent étaient des gens qui étaient riches, venant de nations industrielles, blancs, ce qu'on peut appeler comme le premier monde. Et ils ont pu aller dans l'espace parce que beaucoup de ces nations avaient des colonies où ils pouvaient avoir des lanceurs. Et il ne faut pas oublier que dans ces lanceurs spatiaux, les fusées parfois explosaient, donc c'était des endroits assez dangereux, ça arrive encore. Donc toutes ces nations spatiales ont pu développer ces programmes spatiaux parce qu'elles avaient des colonies. Dans le cadre du Royaume-Uni, c'était l'Australie. Pour la France, c'était l'Algérie et la Guyane française. Et j'ai eu la chance de visiter Kourou, donc le lanceur en Guyane français. C'est des endroits qui sont déjà fantastiques en eux-mêmes, mais il faut reconnaître néanmoins que ils ont été localisés là-bas, ils ont été installés là-bas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, et il n'y avait pas beaucoup de gens parce qu'il y a eu des génocides coloniaux. Donc, même en Australie, on nous associe à ce récit de l'exploration spatiale lorsqu'on nous dit que toute l'humanité participe à l'exploration de l'espace. Mais historiquement, il y a eu des groupes qui ont été exclus activement de toute forme de participation de la conquête spatiale. Par exemple, en Australie, le lanceur est dans la zone des Kokoda et ces personnes ont été écartées de ce projet. Et on les a écartés parce que c'était des populations qui étaient considérées comme trop primitives, entre guillemets. Donc tout le concept d'humanité qui se lance dans l'espace est déjà problématique, selon moi. Cela fait que l'humanité n'est composée que d'un certain type de personnes. Alors, je pense que le patrimoine, à cet égard, est intéressant parce qu'il faut voir la manière dont les objets sont liés aux valeurs des communautés et aux valeurs historiques. Et on peut réfléchir à qui était laissé de côté, qui était écarté de cette conquête spatiale, qui protestait contre l'exploration de l'espace à l'époque. Je pense que maintenant, nous savons bien que la communauté africaine-américaine a beaucoup protesté contre les missions Apollo parce qu'ils estimaient que les missions Apollo utilisaient des ressources qui auraient pu être plus utiles pour régler les problèmes d'inégalité qui touchaient les Africains-américains notamment. Même raisonnement pour la Guyane française. Donc, je pense que ce récit un peu trop facile a profondément divisé le processus d'examen du patrimoine et de gestion du patrimoine qui représente un récit qui est dicté par des pouvoirs dominants. Donc il faut voir ce que ce récit veut vraiment dire pour les gens. Ce n'est pas toujours positif. Il y a des gens qui ont été impactés négativement par cette industrie spatiale. C'est comme ça qu'il faut percevoir le patrimoine de l'ère spatiale. Il faut prendre du recul et bien comprendre, bien voir les choses comme elles se sont présentées. Et ce n'est pas seulement pour le passé, c'est également quelque chose qui va impacter notre futur et qui va orienter nos actions. Je crois aussi que dans votre travail de déconstruction de cet imaginaire spatial, vous vous intéressez à la question de la toponymie, de la manière dont on nomme les lieux et les objets dans l'espace. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Yes, I mean, that's not material culture as such, but it's Oui, bien sûr, ce n'est pas de la culture matérielle, c'est intangible, c'est un patrimoine intangible. Lorsque les êtres humains vont dans l'espace, il faut nommer les choses, on sait de quoi on parle, mais c'est un processus où justement on forme des connexions. Donc, par exemple, pour la France, c'était Astérix 1. Par exemple, donner ce nom d'Astérix 1 qui va beaucoup plus loin dans l'histoire et la culture et l'identité de la France. Et donc, si l'on suit les missions qui sont allées d'ailleurs parfois beaucoup plus loin dans le système solaire, on peut voir des vaisseaux spatiaux qui passent à côté d'une astéroïde, d'une comète ou de la Lune ou d'une Lune, eh bien, on en ramènera des informations sur sa surface, etc., et on donnera des noms. Et donc, le fait d'attribuer des noms est un élément qui est assumé dans la communauté astronomique et dans l'union astronomique, et chaque planète a un thème pour qu'elle soit nommée. L'Union astronomique internationale essaie de rester de façon cohérente et essaie d'être un petit peu plus inclusive. On ne parle pas seulement de scientifiques blancs et occidentaux. Il y a aussi des noms aborigènes maintenant qui vont faire partie du système solaire. Par exemple, 0,03% des noms des planètes. J'inclus toutes les astéroïdes et toutes les lunes. Australian Aboriginal or Torres Strait Islander words. Viennent de noms aborigènes. Et très souvent, ce sont des noms qui viennent de croyances très profondes culturellement. Et on peut trouver justement les histoires qui viennent de ces noms sur le site de l'Association internationale astronomique. Et pour le système de connaissances aborigènes, il y a des hiérarchies qui viennent de la place dans la société, par exemple, avec un certain degré d'initiation ou d'expérience que l'on peut avoir. Donc il y a des histoires que je ne connais pas moi-même. Mais par exemple, l'Association internationale d'astronomie, elle connaît justement l'origine de ces histoires et de ces noms. Et ces noms existent toujours. Il y en a pour Pluton, pour Vénus. Par exemple, tous ces déesses, ces divinités féminines. Et il y a aussi donc les créations aborigènes de divinités. Et certains de ces noms sont aussi des paysages, et donc ça peut avoir une importance. Par exemple, quand on parle du mouvement entre la vie et la mort, et donc il y a d'autres planètes, d'autres lunes. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas à moi de le dire, mais ça veut certainement dire quelque chose. Ces noms ne sont pas juste des mots, ils ont une signification très profonde culturellement parlant. Et je pense que c'est très intéressant de voir que justement le fait de nommer d'autres endroits dans l'espace, c'est qu'on parle aussi des mêmes choses. Et c'est très très impressionnant de voir le nombre de noms qui ont été répétés ou dupliqués. Et c'est aussi un processus de construction du monde et de créer une connexion
et des connexions entre notre expérience et d'autres endroits du monde. Et je pense que en regardant ma très courte étude sur justement le système solaire nommé par les aborigènes, eh bien, je pense qu'il y a une résonance culturelle bien plus profonde. Et encore une fois, je ne sais pas, mais pour certains groupes indigènes, la présence de ces noms, même s'ils n'ont pas eu leur mot à dire là-dessus, certainement parfois, crée une connexion et nous renvoie à notre relation et notre rapport à la responsabilité. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe plus et développer ces connexions en dehors de la Terre n'est pas seulement le fait de rendre ces endroits inconnus familiers, il y a peut-être aussi une histoire d'obligation morale et de développer notre engagement moral en ce qui concerne le système solaire. J'aurais simplement aimé que vous puissiez revenir en conclusion sur les accords Artémis, puisque je disais en introduction qu'il y avait des inquiétudes sur le fait qu'ils pouvaient ouvrir à une appropriation de l'espace, et dans le cours de notre entretien, vous évoquiez le fait qu'il y avait des éléments encourageants concernant la protection du patrimoine. J'aurais bien aimé savoir, de manière plus générale, l'avis que vous portiez sur ces accords Artémis signés à l'initiative des États-Unis et qui, pour l'instant, ont été rejoints par 9 pays. Yes, I'm in two minds about the Artemis Accords. Bien, ces accords Artemis nous montrent vraiment le bilatéralisme en ce qui concerne l'espace et non pas le multilatéralisme qui est pourtant la pierre angulaire de la structure de l'ONU, par exemple, et aussi pour l'espace. Et je pense que l'idée, et je suis peut-être assez cynique, peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais pour ces accords Artemis, c'est le fait d'empêcher justement la création d'accords multilatéraux. Par exemple, les recommandations de Vancouver, etc. Moi, je suis heureuse de voir que ce patrimoine fait partie de cela, mais il y a énormément de gens qui disent que les zones de sécurité sont une façon cachée de s'approprier des territoires. Et il y a aussi une opposition aux États-Unis. Il y a des traités, par exemple, il y a l'accord de la Lune qui n'a pas été signé en 1976 par les États-Unis. Ils ont activement rejeté tous ces principes. Donc, je pense qu'il ne faudra pas être surpris que cette idée des zones de sécurité se transforme en une appropriation territoriale dans le futur. Et à mon avis, je pense qu'il y a une intersection, une connexion avec le patrimoine culturel lunaire. Et donc, si quelqu'un sur Terre souhaite détruire justement les revendications d'un autre groupe en ce qui concerne le droit du territoire, le droit ou l'autonomie politique, très souvent on attaque justement le patrimoine. Il y a de nombre d'exemples là-dessus, par exemple aux Bahamas. Et donc, nous savons que le patrimoine est très, très politisé et cela peut devenir une arme. Et nous savons que les États-Unis disposent d'énormément de patrimoine culturel sur la Lune, mais ce n'est pas le seul État. Il y a aussi la Russie. Mais il y a aussi, par exemple, l'Inde, le Japon, la Chine, Israël. Et il y en a aussi d'autres de pays. Et donc, s'il fallait dire en termes de droits humains, que le patrimoine fait partie des choses dont il faut se réclamer, et
Eh bien, je pense que ce serait naïf d'imaginer qu'il n'y ait pas de but politique qui se cache derrière ça. Par exemple, il y a un programme pour retirer justement les sites russes de la part des États-Unis. Donc en 1959, il y avait un contexte différent. Il y a bien d'autres choses qui se cassent sous la surface, à la surface de cela. Mais il y a peut-être des nations qui finiraient par dire « Oh, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais faire », mais en disant « C'est trop tard maintenant ». Donc, je pense que le patrimoine n'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose qu'il lui faudrait arriver à soutenir. Ça peut devenir quelque chose qui viendra en supplément d'une revendication politique. Et c'est ce qui pourrait se passer dans l'espace. Et donc, encore une fois, avoir une connaissance du domaine public et connaître la valeur du patrimoine en dehors de la Terre et dans l'espace est quelque chose de très important. Et je dirais que je suis assez cynique sur ces accords Artemis, même si l'Australie est signataire, par exemple. Mais de mon point de vue, je regarderai le patrimoine et je m'y intéresserai à ce patrimoine spatial et j'essaierai de voir comment cela va s'articuler dans le futur en espérant que cela pourrait être utilisé comme une façon de promouvoir l'harmonie plutôt que la discorde dans nos